Bonjour à tous, nous sommes Rimel Jomrey et Saad El-Baouchi et aujourd'hui nous vous parlerons du serveur FTP, comment ça fonctionne et beaucoup plus d'informations à connaître sur ce serveur. Ensuite, on va vous montrer les étapes de l'installation et de la configuration du serveur FTP. Alors dans notre vidéo, nous allons traiter deux parties. Dans la première partie, on va essayer de vous expliquer le maximum possible sur ce sujet. On peut dire que cette partie sera réservée à la définition du serveur FTP, puis les stations historiques principales de ce serveur, ensuite le fonctionnement du FTP, enfin les modes actifs et passifs, mode transport et les protocoles SFTP et TFTP. Et pour ce qui concerne la partie pratique, il sera réservé pour la création d'un serveur FTP sur Windows et les commandes FTP sous Windows. Ensuite, la création d'un serveur FTP sur Linux et les commandes FTP sous Linux. FTP ou bien File Transfer Protocol. Détaillons ces trois mots ensemble. Bien évidemment qu'il existe des centaines et des milliers de types de fichiers à partager, différenciés par la nature de contenu, le format et le logiciel utilisé pour manipuler le contenu. La nature du contenu peut être exécutable, compressé, texte, document, image, audio ou bien de la vidéo. Transfert. Pour ce qui concerne le transfert, c'est le transfert des fichiers dans un réseau, puisque l'objectif principal d'un réseau est de permettre à l'ensemble des terminaux qui sont connectés d'échanger des fichiers et des informations indépendamment de leur position et la distance que les sépare. Pour le protocole, il s'agit de définir plusieurs règles de communication pour un type spécifique de connexion entre deux ordinateurs différents. Alors, on peut dire que dans le monde de l'informatique, le FTP ou bien File Transfer Protocol est une expression anglaise signifiant protocole de transfert de fichiers. C'est en effet un protocole de communication qui permet de transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre appelé serveur. Il y a donc de la notion de serveur et de client qui seront détaillées ultérieurement. Mais il faut noter que le protocole permet également d'autres actions comme la suppression, la copie ou la modification de fichiers dans l'ordinateur client. Le protocole FTP définit la façon selon laquelle les données doivent être transférées sur un réseau TCP/IP. Le protocole FTP permet de sauvegarder l'ensemble de sites vers l'ordinateur, pas seulement les pages que vous pouvez voir, mais tous les fichiers qui composent le site, les pages, les images et même bases de données, etc. Copier des fichiers vers le site, soit les fichiers à télécharger par exemple, ou les fichiers que je dois modifier à la main, comme les feuilles de style et les fichiers de paramètres. Et ensuite, le partage des fichiers avec les gens. Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel client FTP, ce logiciel existant avec ligne de commande ou avec une interface graphique. L'utilisation ligne de commande sous Windows comme sous Linux se fait généralement au moyen de la commande FTP adresse de serveur. Dans les interfaces graphiques, comme les navigateurs web, la forme visuelle est utilisée, à savoir FTP:/adresse de serveur, et ici FTP est le nom de protocole suivi par le nom de serveur. Alors on passe maintenant à l'historique de notre serveur. La spécification originale du protocole de transfert de fichiers a été écrite par Abhay Bhushan et publiée sous le nom de RFC 114 le 16 avril 1971. Abhay Bhushan est né le 23 novembre 1944 et est un informaticien indien. Bhushan a été un contributeur majeur au développement de l'architecture Internet TCP/IP et est l'auteur du protocole de transfert du fichier, sur lequel il a commencé à travailler alors qu'il était étudiant à la IIT Kanpur, et des premières versions du protocole de messagerie. Il est actuellement président de l'Square NIC, secrétaire des Indiens pour l'action collective et ancien président de la fondation IIT Kanpur. Jusqu'en 1980, FTP fonctionnait sur NCP, le précédeur du TCP/IP.
Le protocole a ensuite été remplacé par une version TCP/IP RFC 765 en juin 1980 et RFC 959 en octobre 1985. La spécification actuelle. Plusieurs normes proposent de modifier la RFC 959, par exemple la RFC 1579 en février 1994 permet un FTP compatible avec les pare-feux, le mode passif. La RFC 2228 en juin 1997 propose des extensions de sécurité. La RFC 2428 en septembre 1998 ajoute la prise en charge de d'IPv6 et définit un nouveau type de mode passif. En janvier 2021, la prise en charge du protocole FTP a été désactivée dans Google Chrome et désactivée dans Firefox. En juillet 2021, Firefox a complètement abandonné FTP et en octobre 2021, Google Chrome devrait supprimer complètement le support FTP. On passe maintenant au fonctionnement du FTP. Généralement, on trouve des intervenants dans un échange FTP, le serveur et le client. Le serveur FTP est un logiciel qui va répondre aux demandes des clients. Lorsque le serveur reçoit une demande, il vérifie les droits et si le client a les droits suffisants, il répond à cette demande, sinon la demande est rejetée. Le serveur FTP passe son temps à attendre. Si les demandes ne sont pas nombreuses, les ressources utilisées par le serveur FTP sont quasi nulles. On cite par quelques exemples du logiciel du serveur FTP, le VSFTPD dans Linux, le serveur FileZilla dans Windows, le serveur WSFTP dans Windows et le ProFTPD dans Linux. Pour ce qui concerne le client FTP, c'est lui qui va être à l'initiative de toutes les transactions. Il se connecte au serveur FTP, effectue les commandes, cela veut dire récupération ou dépôt de fichiers, puis se déconnecte. Toutes les commandes envoyées et toutes les réponses seront en mode texte. Ça veut dire qu'un humain peut facilement saisir les commandes et lire les réponses. On cite parmi les exemples logiciels Client FTP, FileZilla Client, Cache FTP Home et Smart FTP. Passons maintenant au mode actif et mode passif. Le mode de transfert de données qu'utilise le serveur FTP suivant la configuration de réseau peut être soit passive et soit active. Lors du transfert de fichiers sur la connexion de données, deux modes peuvent être utilisés. Le mode binaire, le fichier est transmis tel quel. Le mode ASCII, uniquement destiné au fichier texte. Le fichier est examiné par des transformations apportées pour conserver un format correct. Par exemple, la fin de la ligne représentée par le caractère balise élève sur un système Linux et par le pair CRLF sous Windows. Une machine Windows conservant un fichier texte par FTP récupère donc finalement un fichier avec des balises CR et LF en mode ASCII et des LF au mode binaire. Ce mode a donc ses avantages, mais peut être source de corruption de fichiers non texte pendant le transfert si on utilise un client ancien ou bien en ligne de commande. Incapable de s'adapter au type de fichier, il faut alors basculer en mode binaire en utilisant généralement la commande bin avant le transfert afin de le conserver intact. Une session FTP classique se déroule en utilisant deux canaux, le canal de commande ou de contrôle et le canal de données. Comme leur nom l'indique, le canal de commande est utilisé pour la transmission des commandes ainsi que la réception des réponses à ces commandes, alors que le canal de données est utilisé pour l'échange des données. À moins que vous n'avez modifié la configuration par défaut, un serveur FTP envoie normalement ses commandes en utilisant le port 21. Par contre, le port utilisé pour le transfert des données va dépendre du mode de transfert choisi. Si vous choisissez le mode actif,
le canal de données sera normalement le port 20. Mais si vous choisissez le mode passif, alors que le port utilisé sera un port aléatoirement choisi. On passe maintenant au mode de transfert de données. Généralement, on trouve deux modes de transfert, le mode actif et le mode passif. Le mode actif est le plus ancien. C'était le mode imaginé dans les premiers temps de l'informatique, lorsque les mainframes étaient plus courants et que les attaques informatiques n'étaient pas aussi fréquentes. Dans le mode actif, le client FTP, en utilisant la commande port, détermine le port d'écoute et joue le rôle de serveur pour le canal de données. L'utilisateur se connecte depuis un port aléatoirement choisi au moyen d'un client FTP sur le port 21 du serveur. Il envoie la commande du port indiquant à quel port côté client le serveur doit se connecter. Ce port est celui qui devra par la suite être utilisé pour l'échange de données et est différent de celui utilisé dans l'étape actuelle pour la transmission des commandes. Le serveur se connecte depuis son port 20 sur le port que le client lui a indiqué pour effectuer le transfert de données. Une fois les connexions établies, le transfert de données se fera au travers de ces ports client et serveur. Alors que dans le mode passif, le client initialise toujours une connexion sur le port commande du serveur. Mais au lieu d'envoyer le numéro, la commande port indiquant le port à utiliser sur le client, il envoie la commande pass qui est une requête envoyée au serveur du numéro de port du serveur sur lequel se connecter pour la réception des données. La réponse du serveur FTP indique le numéro du port qu'il a ouvert pour effectuer le transfert des données. Le client se connecte depuis un port arbitrairement choisi sur le port 21 du serveur et lui envoie une commande pass. Le serveur répond indiquant quel port il a ouvert pour le transfert de données. Généralement, ce port est aléatoirement choisi. Le client se connecte depuis un autre port aléatoirement choisi au port indiqué par le serveur dans sa réponse. Une fois la connexion établie, les données sont échangées au travers de ces deux ports. Les deux modes de transfert de données sont importants pour l'utilisation du FTP avec des pare-feux. Le mode passif est recommandé dans le cas où un pare-feu filtre votre réseau. En effet, il y a deux cas de pare-feu selon leur position. Si le client a un firewall, généralement celui-ci bloque toutes les demandes entrantes. Le mode actif ne fonctionnera probablement pas car le serveur n'arrivera jamais à se connecter au client pour transférer les données. Même la commande list a besoin d'un canal de données. Si le serveur a un firewall, il faut configurer celui-ci pour qu'il laisse passer le port du serveur 21 et une plage de ports pour les transferts si le serveur accepte le mode passif. Le serveur doit avoir une plage de ports pour les transferts même s'il n'a qu'un seul client, car chaque commande list utilise un port de données et un port de données ne peut plus être utilisé pendant presque une minute dans certains cas. Donc, pour éviter tout problème à chaque fois que le client ou le serveur se met en attente, il change de port sans essayer de réutiliser le port précédent. Le FTP n'est pas une méthode sûre de transfert de fichiers, et ce pour plusieurs raisons, parmi eux, cryptage et authentification insuffisants. Les données envoyées par FTP ne sont pas cryptées et sont envoyées en clair. Avec un peu de savoir-faire, quiconque peut facilement intercepter et accéder aux fichiers que vous envoyez par FTP. Les données envoyées par FTP ne sont pas cryptées, pas plus que les informations d'identification que vous utilisez dans votre solution FTP. Conséquence, si ces informations sont divulguées, c'est tout votre système FTP qui est en péril. Alors, le FTP ne doit pas être utilisé que sur une base limitée ou sur des réseaux confiance. Avant de passer au protocole SFTP et au protocole TFTP, parlons de deux principaux protocoles de transmission de données,
TCP et UDP. TCP, c'est Transmission Control Protocol. TCP utilise à la fois la détection d'erreurs et la récupération d'erreurs. Les erreurs sont détectées via la somme de contrôle. Si un paquet est erroné, il n'est pas acquitté par le récepteur, ce qui déclenche une retransmission par l'expéditeur. Il embarque donc une vérification de contrôle, flow control. TCP est utilisé par les protocoles d'application qui nécessitent une remise de messages garantis. On l'utilise donc pour la communication de données pour les protocoles applicatifs tels que HTTP et FTP. TCP alors en résumé, c'est une connexion s'établit. Vérifie la délivrance des données, la taille des paquets est plus importante qu'en UDP, consomme plus de ressources système car il garde une connexion ouverte. De plus, le destinataire peuvent avoir leur besoin de rassembler les paquets afin de former le message initial. UDP, User Datagram Protocol, permet d'envoyer les données sans remise de message garanti. Ainsi, les données sont envoyées sans que l'on sache si le destinataire l'a bien reçu. Mais surtout, les messages UDP sont des paquets qui sont envoyés individuellement. Les paquets ont des limites définies alors que le flux de données n'est pas. UDP prend en charge la détection d'erreurs via la somme de contrôle, mais lorsqu'une erreur est détectée, le paquet est rejeté. La retransmission du paquet pour la récupération de cette erreur n'est pas tentée. De ce fait, UDP est généralement destiné aux applications sensibles au temps de réponse, telles que les jeux ou la transmission vocale. La récupération de l'erreur sera inutile car au moment où le paquet retransmis est reçu, il ne sera d'aucune utilité. Alors UDP en résumé, c'est aucune remise de message garantie, embarque une somme de contrôle, les données sont envoyées par paquet individuel, aucune connexion précisante, et ce qui libère les ressources de système. Si vous voulez transférer des données qui doivent être protégées, un protocole de transfert plus sécurisé, SFTP, doit être utilisé. SFTP, il est connu sous différents noms tels que protocole de transfert de fichiers, SSH, ou protocole de transfert de fichiers sécurisé, et protocole de transfert de fichiers secrets. Il s'agit d'un protocole de couche de réseau qui assure l'accès sécurisé aux fichiers, la gestion et l'échange sécurisé de données entre deux utilisateurs ou dans une architecture client-serveur via un réseau sécurisé ou une connexion réseau fiable. La connexion de données sur laquelle la transmission est effectuée doit être protégée par des politiques d'authentification et des mots de passe qui ne doivent pas être connus que dans l'envoi et la réception. Le protocole de transfert de fichiers sécurisé fonctionne généralement sur le numéro de port TCP/22, mais nous pouvons attribuer n'importe quel port selon la disponibilité pour exécuter le protocole. Passons maintenant à la Trivial File Transfer Protocol, abrégé en TFTP. C'est un protocole très simple de type client-serveur qui permet de gérer le transfert de fichiers au sein de réseaux composés d'ordinateurs. Le protocole, qui repose sur l'envoi de paquets de données, s'inscrit dans la famille des protocoles TCP/IP et a été conçu de telle sorte qu'il reste le moins encombrant et le plus léger possible à l'implémentation. C'est la raison pour laquelle il est employé dans des processus pour transférer des fichiers ou des mails depuis un serveur et même pour accéder au serveur en mode écriture, afficher le contenu des répertoires et définir les droits avec chmod comme le permet le protocole FTP. Ce protocole est sans connexion et il utilise UDP au lieu de TCP. On passe maintenant à notre partie pratique,
C'est ce qui concerne l'installation du serveur FTP dans Windows. Donc pour cela, j'ai décidé d'utiliser le FileZilla Server. Donc on va installer le FileZilla Server en suivant les étapes d'installation. J'ai choisi cette version 0.9.60. Donc on attend que les fichiers exécutables se terminent. Donc on suivra l'installation standard du serveur. Donc après installer le serveur FTP, cette fenêtre va s'afficher. On peut donner un password quelconque pour notre localhost du serveur FTP. Et vous pouvez enregistrer ce mot de passe. Donc maintenant nous allons créer un utilisateur. Donc en cliquant sur ajoute en user, on va l'appeler FTP, par exemple FTP1. On peut donner un password à ce utilisateur. Je mets quelque chose quelconque. Et je vais associer un fichier que j'ai déjà créé dans mon disque local euh, qui s'appelle FTP test. Ah, oui, FTP test. Et dans FTP, j'ai un autre dossier qui s'appelle fichier. Et dans le dossier fichier, j'ai un fichier texte qui s'appelle test. Donc on va aller à Shared Folders. On va associer notre dossier à notre utilisateur. Donc cliquons sur Add. On va associer notre dossier à notre utilisateur. On peut modifier les droits d'accès à ce dossier. Je vais mettre la lecture et l'écriture, la suppression et aussi la création et la suppression des dossiers. Donc je mets OK. Donc maintenant nous avons pu se connecter à notre serveur FTP. Maintenant, comment on peut accéder à notre serveur? Bon, on peut accéder à notre serveur localement en utilisant notre explorateur fichier. On peut mettre par exemple FTP local host. Et comme vous voyez, j'ai pu connecter à mon serveur. Voilà mon fichier texte. On peut aussi utiliser une autre méthode. Par exemple, je peux mettre FTP et j'ai mis une adresse IP du FileZilla server. C'est 127.0.0.1. FTP et comme vous voyez, j'ai pu connecter à mon serveur, accéder à mon serveur. Donc, après avoir vu comment accéder à notre serveur localement, maintenant, nous allons voir comment accéder à notre serveur FTP depuis une autre machine qui est connectée dans notre même réseau. Donc, pour cela, j'ai utilisé ma machine GNU/Linux de distribution Ubuntu. Donc, la même chose, je vous recommande d'installer FileZilla Server comme moi. Donc ici, il demande l'adresse du serveur. Donc nous allons utiliser notre adresse dans notre machine IPv4.
Donc en utilisant notre CMD, on peut savoir notre adresse. Donc ipconfig. Donc voilà notre adresse IPv4. Donc c'est 192.168.11.104. Le username c'est le même, c'est FTP. Hein? Et le password et le port standard du serveur FTP c'est 21. Donc en cliquant sur Quick Connect, comme vous voyez ici, il est en train d'entendre le welcome message. Donc il te dit que le serveur n'est pas sécurisé, il ne supporte pas le FTP over le TLS. Donc quelques secondes, il a pu accéder au serveur FTP. Donc voilà les listes des fichiers qu'il a en mon serveur. Donc le serveur que j'ai déjà créé fichier, et dans le fichier j'ai mon fichier texte qui s'appelle test. Alors on passe maintenant à comment accéder à notre serveur FTP depuis une autre machine mais qui est connectée dans un autre serveur différent de mon réseau local. Donc avant ça, il faut aller à la page d'administration de votre routeur et utiliser le protocole TCP et ouvrir le port 21 et associer votre adresse machine ou adresse locale du routeur. Donc après ça, je vais aller au panneau de configuration, système et sécurité, parfait Windows Defender. Donc avant ça, il faut suspendre les antivirus que vous avez dans votre PC. Si vous avez un antivirus, il faut les suspendre juste pour quelques minutes. Et après ça, il faut désactiver les pare-feux de votre Windows. Donc après ça, je vais autoriser le FileZilla serveur pour mon pare-feu. Donc je vais parcourir FileZilla interface. J'ai mis OK. Donc ce message va l'afficher parce que j'ai déjà autoriser l'accès à FileZilla server. Donc après ça, je vais aller à paramètres avancés. Donc l'objectif ici, c'est de ajouter les ports 20 et 21 pour qu'ils puissent travailler avec notre serveur FTP. Donc je vais aller à règle de travail contrôle et ajouter une nouvelle règle. Allez, je vais mettre port suivant. Donc il faut mettre le protocole TCP. Donc j'ai mis le port 20,21 suivant. Donc il faut autoriser la connexion. Et on met suivant. Et je vais donner cette règle un nom quelconque. Moi j'ai mis FTP. La même chose pour les règles de trafic sortant. Une nouvelle règle, le port, le protocole TCP, le port 20 et 21. Il faut autoriser la connexion. Je mets suivant. Je lui donne le même nom, par exemple. Terminé. Donc après qu'on a fait ça, donc maintenant vous pouvez accéder à votre serveur FTP depuis une autre machine qui est connectée dans un autre réseau qui est différent à notre réseau local. Maintenant, on va vous montrer quelques commandes FTP pour les utiliser sur Windows. Premièrement, on va ouvrir notre CMD et dès qu'il s'ouvre, on va taper la commande FTP. Puis la commande Open pour entrer dans un serveur. Comme vous voyez, il me demande l'adresse de serveur, alors je vais entrer localhost car le serveur que j'ai créé
se trouve dans la même machine. Je vais entrer le nom de l'utilisateur, puis je vais donner le mot de passe. Et maintenant, je suis dans le serveur. Je peux maintenant exécuter la commande dir pour voir les fichiers ou bien les répertoires qui se trouvent dans mon serveur. Pour ce qui concerne le téléchargement, on peut télécharger les fichiers depuis notre serveur en utilisant la commande get. Et maintenant, on doit entrer le nom du fichier qu'on veut télécharger. Je vais aussi entrer le nom. On peut voir que le fichier test est bien reçu. Maintenant, on a un deuxième fichier et qu'on veut l'envoyer vers notre serveur. Alors, pour envoyer un fichier vers serveur, on utilise la commande put. Alors, on va écrire commande put test2 et après l'exécution, il m'a donné que le transfert est réussi, comme vous voyez. On peut voir que le transfert est réussi, comme on a dit, en utilisant aussi la commande dir. On va exécuter la commande dir et voilà, il nous a donné le premier fichier test et l'autre fichier test aussi. Et pour quitter FTP, on utilise la commande quit. Et voilà, on retourne vers notre répertoire personnel. Alors maintenant, je vais vous montrer comment installer ou créer un serveur FTP dans GNU Linux. Donc moi, j'ai une distribution Ubuntu. Je vais ouvrir mon terminal. Donc la première des choses, je vais faire un update en utilisant la commande sudo apt-get update. Je vais entrer mon mot de passe et on attend que l'update est terminé. Donc après que le update est terminé, donc maintenant je vais installer le VSFTP et le Very Secure File Transfer Protocol en utilisant la commande sudo apt install VSFTPD. Donc en attendant que l'installation termine. Donc comme vous voyez, l'installation a été bien finie. Donc maintenant je vais créer une copie du fichier original de la configuration pour faire des modifications après. Et ça je vais faire en utilisant la commande sudo copy, donc cp du ptc /vsftpd.conf configuration donc etc /etc/ on va afficher qui s'appelle vsftpd.conf.origine. Donc maintenant je vais activer le pare-feu en utilisant la commande sudo ufw enable
Donc, comme vous voyez, le pare-feu est activé, mais je peux vérifier si le pare-feu est activé en utilisant la commande sudo ufw statut. Donc, comme vous voyez, le statut m'a dit il est actif. Donc, maintenant, je vais ouvrir le port 20, le port 21, le port 990 et le port de 41 000 jusqu'à 50 000. Nous utilisons la commande sudo ufw low. Donc, allo, le port 20 slash TCP parce que le protocole les ports utilisent le protocole TCP. Donc, la même chose pour le port 990 et la même chose pour le port 40 000 jusqu'à 50 000. Donc après ça, je vais créer un utilisateur. Donc je vais faire un clair. Je vais créer un utilisateur en utilisant la commande sudo add user et je vais l'appeler par exemple ftp Harry. Je peux donner un mot de passe quelconque. Donc je peux skipper ça. Donc après ça, je vais créer un répertoire qui s'appelle FTP et je vais le mettre dans le répertoire FTP array en tout ça en utilisant la commande sudo mkdir. Je vais le mettre dans /home /ftp array /ftp, le nom de mon fichier. Après ça, je vais définir ce répertoire à personne avec la commande sudo shown nobody no group et donc /home qui est dans /home /ftp array /ftp et je vais enlever le droit d'écriture pour toutes les utilisateurs avec la commande sudo chmod a signifie on donc moi signifie enlever et le EW signifie le droit d'écriture, donc du /home /ftp array /ftp. Donc après ça, je peux vérifier si j'ai modifié les droits d'accès en utilisant la commande sudo ls-la, donc /home /ftp array /ftp. Oh, désolé. Donc j'ai oublié l'espace. Donc comme vous voyez, les droits d'accès sont bien modifiés. Donc après ça, je vais créer un répertoire qui s'appelle fichier pour partager les fichiers dans mon serveur FTP. Donc je vais faire ça avec la commande sudo mkdir et je vais appeler ce fichier je vais le mettre dans /home /ftp array
/ftp/fichier. Et je vais changer le propriétaire à un autre utilisateur en utilisant la commande sudo show ftp array ftp array et je vais le donner à l'utilisateur ftp array. Donc /home /ftp array /fichier. Oui. J'ai trompé ici. Donc après ça, maintenant le répertoire fichier est à partir de l'utilisateur ftp array. Donc je vais entrer une commande pour vérifier ça. Donc on utilise la commande sudo ls-la /home /ftp array /ftp /fichier. Maintenant, je vais créer un fichier texte pour l'utiliser plus tard. Je vais utiliser la commande echo et je vais écrire un message. Par exemple, bonjour Harry, pipe sudo t /home /ftp1 /ftp /fichier /arraytest.txt. Alors voilà, s'affiche bonjour Harry. Maintenant, je vais modifier la configuration du serveur avec l'éditeur du texte gedit. On va faire un clear d'abord. Je vais utiliser la commande sudo gedit. Sudo gedit /etc/ vsftpd.config. C'est le fichier copie que l'on a déjà créé au début. Vous pouvez également utiliser d'autres éditeurs de texte tels que l'éditeur VI ou bien Nano, mais nous avons choisi de travailler avec gedit. Voilà. Alors d'abord on a la connexion des utilisateurs, son nom est rejeté. Alors on a allow anonyme. Voilà, ici c'est écrit non. La connexion des utilisateurs en local doit être acceptée. Yes. Voilà. Alors pour permettre à l'utilisateur à uploader des fichiers, il faut enlever ce hashtag. On doit l'enlever. On va maintenant interdire un utilisateur d'entrer à un fichier en dehors de son arborescence. On va l'interdire par enlever ce hashtag. Maintenant, je vais ajouter à la fin des lignes où je vais dire à l'utilisateur que le local et le dossier qu'on a créé, c'est user _sub _token est égal $user et local-root est égal /home $user /ftp. Pour limiter les ports d'accès au serveur, on va ajouter quelques lignes. Voilà. Passive-min port est égal 40 000. Et pour le max, ça sera 50 000.
Donc maintenant, je vais permettre la connexion seulement à l'utilisateur dans une liste. Donc je vais ajouter quelques lignes. Donc je vais faire user list underscore enable égale à yes. Après ça, user list underscore file égale, je lui donne slash tc slash vs ftpt user list et user list underscore deny égale à no. Et cela pour permettre à l'utilisateur de citer dans la liste et pour accéder au serveur. Donc maintenant je vais enregistrer ça. Donc maintenant je vais ajouter notre utilisateur à la liste, donc avec la commande echo. Je lui donne le nom du serveur, tp-ari pipe sudo c pour voir ce que j'ai fait, et avec une -1 slash etc slash vs ftp user list. Donc j'ai mis mon serveur à la liste ftp-ari. Donc après ça, je vais redémarrer mon serveur avec en utilisant la commande system ctl restart vs ftpd. Il me demande le mot de passe. Donc maintenant je vais voir si le serveur est actif en utilisant la même commande, seulement à la place de mettre restart, je vais mettre statut. Donc comme vous voyez, il est actif running. Alors donc maintenant nous avons pu créer notre serveur. Donc pour essayer, avant d'essayer d'accéder à notre serveur, nous avons besoin de notre adresse machine qui est 10.0.2.15. Donc pour accéder à le serveur, vous pouvez juste le copier de cette adresse précédée par ftp:// et vous avez réussi à accéder à votre serveur local. Alors on passe maintenant à faire quelques commandes sous Linux. Donc d'abord je vais créer un fichier texte que j'ai besoin. Je vais l'utiliser plus tard. Donc j'ai mis echo, je vais donner un message par exemple bonjour tout le monde, suivi du page j.pf et l'ensemble, et je vais le mettre dans mon répertoire personnel et je vais le nommer Ari test 2.txt. Donc le fichier a été bien créé. Maintenant je vais accéder à mon serveur en utilisant la commande ftp suivie de l'adresse de mon serveur. C'est 10.0.2.15. Il me demande de entrer le nom du serveur, c'est ftp ari suivi de son mot de passe. Donc j'ai pu accéder à connecter à mon serveur. Maintenant je vais mettre un ls pour voir les fichiers que j'ai. Donc j'ai un répertoire fichier
je peux l'accéder en utilisant la commande cd fichier. Et dans ls, dans le fichier, le répertoire fichier, j'ai array test.txt, et comme vous voyez ici, il y a array test 2 parce que j'ai déjà téléchargé ce fichier dans mon répertoire fichier, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc premièrement, comment télécharger un fichier, ce fichier de répertoire de mon serveur. Donc je peux utiliser la commande get suivi du nom de n'importe quel fichier que j'ai, donc par exemple array-test.txt. Donc il dit que le transfert est complet, donc on a un succès. Donc après ça, je peux mettre un ls pour la vérification. Encore, vous allez trouver le fichier test. Donc pour envoyer un fichier à notre serveur, par exemple le fichier que j'ai créé, array test 2. Donc pour l'envoyer à mon serveur, j'ai besoin d'utiliser la commande root suivi du nom de mon fichier. Par exemple ici j'ai array test 2.txt, et voilà le message qui dit que le transfert est complet. Donc je peux mettre un ls pour la vérification, et vous allez trouver que les deux fichiers sont dans mon répertoire fichier. Pour quitter le serveur FTP, on a la commande buy. On peut utiliser la commande buy ou la commande kite. Et on revient à notre répertoire. Donc pour vérifier si les deux fichiers sont dans le répertoire, je peux mettre un ls, et vous allez trouver que les deux fichiers sont array-test2 et array-test. Donc j'espère que notre vidéo était utile pour vous, et n'oublions pas que notre travail était encadré par notre prof de système d'exploitation, Mohamed Zanan. Alors au revoir et à la prochaine.